bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Corinne Dubruel, la directrice générale d'ICLab, qui développe une technologie de rupture avec sa solution de stockage et de transport de l'hydrogène. Notre débat, il portera sur la production de gaz renouvelable avec un partenariat stratégique de 5 ans signé entre le CEA et GRDF, un défi majeur pour adapter le plus grand réseau européen de distribution de gaz. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir ensemble Growsters et son réseau de jardins partagés. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Corinne Dubruel, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale d'ICLab, entreprise créée en 2015 par Pierre-Emmanuel Casanova et Vincent Lhomme. Votre métier, je le disais dans les titres, c'est le stockage et le transport de l'hydrogène. Qu'avez-vous mis au point? Expliquez-moi. Je vais vous expliquer. Alors, donc, tout d'abord, vous savez que depuis 50 ans, un peu plus de 50 ans, on considère que l'hydrogène est le futur du pétrole et du gaz. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, cet avenir en fait, du pétrole est freiné par l'existence d'infrastructures qui ne sont pas adaptées au transport de l'hydrogène massif. Ouais. Donc, ICLab, en 2015, a développé une innovation de rupture mondiale, française, donc très important pour la France, qui va permettre de réduire par 7 le volume de l'hydrogène gazeux, donc pour le transporter de manière aisée, sous forme d'un vecteur liquide, non toxique, stable, et qui se transporte aisément dans un camion normal ou dans un bateau normal, standard. Donc ça permet de transporter, moi je dis ça avec mes mots, l'hydrogène sous forme liquide en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Une sorte de liquide comme de l'eau un peu visqueuse. Combien d'années de recherche et développement? Quand on dit technologie de rupture, ça prend combien de temps? Ça a pris combien de temps? L'idée a germé à l'université d'Aix, Marseille, en 2012. Donc vraiment un brevet fondateur en fait d'utilisation du silicate pour encapsuler l'hydrogène sous forme d'un liquide. Et les deux fondateurs ont récupéré cette idée, l'ont travaillée, ont généré en fait un certain nombre de solutions autour, et ils ont fondé la société en 2015 puis 2017 avec l'amorçage, avec de plus en plus de brevets pour générer l'ensemble de la supply chain de ce vecteur liquide. Oui, et alors vous en êtes où aujourd'hui du développement de cette technologie de rupture? On est encore au stade de quoi? Du pilote? On en est où? Alors, on en est où? Donc, on a aujourd'hui des équipements qui fonctionnent, qui marchent. Bon. Donc, on inaugure le 23 juin notre premier démonstrateur pour produire de l'hydrosyle, le vecteur liquide. Donc, à Aix-en-Provence. Voilà, vous êtes invités si vous le souhaitez. On a mis sur pied notre équipement de relargage d'hydrogène vert. Donc, il faut produire le liquide et ensuite, il faut relarguer l'hydrogène dans le navire ou au pied de la station de distribution d'hydrogène. Donc, ça s'appelle un équipement de release. Donc, c'est au point, ça fonctionne. Tout ça est ATRL 6.7. Et donc, à quoi? 6.7. Donc, c'est-à-dire, c'est donc des démonstrateurs qui sont encore au stade laboratoire, où on est en train de tester donc, les procédés, etc. Et notre objectif, c'est d'avoir 3 pilotes industriels en 2025, opérationnels en 2025, de capacité 10 tonnes an. Et la première usine, 10 000 tonnes an en 2027. Première usine 2027. Donc, quand on raconte cette histoire-là, donc phase industrielle, on va dire 2027, si j'ai bien compris. C'est ça. Il y a évidemment la question de l'accompagnement. C'est long, le processus, il est très long. Donc, il y a eu plusieurs levées de fonds, c'est ça? Et vous en êtes où de ces... il y en a encore une en cours. On en est où de celles et ceux qui vous accompagnent? Alors, justement, pas plusieurs levées de fonds. Voilà. Donc, juste l'amorçage en 2017, 2 millions d'euros. Et puis, comme c'est vraiment une innovation unique au monde, puisque tous nos concurrents sont toxiques, polluent. On est les seuls à ne pas émettre de CO2 du tout. Donc, on est soutenu par l'Union européenne depuis 2017. Donc, on a reçu un certain nombre de subventions, etc. Et donc, je lève cette année la première levée de fonds de série A pour accompagner toute cette phase de pré-industrialisation. Et je suis plutôt à la recherche d'investisseurs qui sont des industriels qui nous accompagnent dans notre accélération de l'industrialisation et de la pré-commercialisation de nos solutions. Est-ce que ça veut dire, double question, cette levée de fonds série A, elle est pour quand dans votre objectif? Et quand vous dites des industriels, est-ce que ce sont plutôt des industriels du secteur de l'énergie, du secteur du transport de l'énergie? Enfin, qui vous ciblez en quelque sorte? Alors, un très grand nombre d'industriels. Tout d'abord, les traders
qui transportent des molécules, du pétrole, etc. Donc les grands leaders, Mercuria, Trafigura, etc. Ensuite, les logisticiens, les engineering qui construisent les usines, les utilities, donc les grands énergéticiens comme EDF, Engie, etc. Et puis, bien sûr, les clients finaux, donc c'est-à-dire les opérateurs de navires comme CMA, CGM, par exemple. D'accord. Et donc, c'est à quel horizon cette série A? Je suis full-time dessus depuis mars, closing fin juillet 2022. Alors, je reviens à la technologie, ce vecteur liquide, c'est un peu le terme que vous employez. Il sera compatible avec les installations déjà existantes? Comment ça va fonctionner? Alors, c'est justement l'avantage. Voilà, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser un camion classique, un bateau classique avec des conteneurs tout à fait standards. Et on va pouvoir transporter, c'est stable dans le temps, donc sur des très longues distances, 17 000 km par exemple du Chili, où on va produire de l'hydrogène vert à bas coût, vers le port d'Amsterdam, où ils souhaitent importer 1 million de tonnes d'hydrogène vert à Amsterdam, par exemple. Alors, c'était ma question suivante, les marchés potentiels, vous avez déjà identifié, parce que ça semble gigantesque quand on vous entend. Massif. Oui, massif. Donc, alors, le marché mondial que nous adressons, c'est 74 milliards. Donc, en gros, la production de l'hydrogène va se faire dans les pays où on va faire de la production d'hydrogène vert à bas coût, donc Chili, Australie, Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc. Et les clients, c'est le triangle Amsterdam, Duisbourg, Hambourg, Anvers, Rotterdam, tous ces consommateurs d'hydrogène vert qui, sur leur lieu de destination, ont un coût énergétique trop élevé. Donc, ils ont besoin d'importer l'hydrogène vert. Alors, vous avez cité l'Union européenne. Quel a été le rôle de la France et notamment de la BPI dans l'accompagnement d'ICLab et avec derrière cette volonté de créer une filière de l'hydrogène en France? Alors, le rôle de la BPI a été très important. Donc, on a vraiment été soutenu par la BPI et l'Union européenne. Donc, de manière très forte, depuis le démarrage, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu besoin de faire de levée de fonds. Ce que je perçois aujourd'hui au niveau de la France, c'est que la France est focalisée dans sa stratégie hydrogène sur la construction de gigafactories de piles à combustible et d'électrolyseurs. Et pour l'instant, pas encore totalement positionnée sur l'importation d'hydrogène vert. Or là, nous, on est une pipite française on travaille sur l'importation d'hydrogène vert. Donc, je vais échanger avec les autorités publiques justement sur ce sujet-là, puisque ça devient de plus en plus important pour les États membres de l'Union européenne d'envisager l'importation d'hydrogène vert à bas coût. Vous dites importation d'hydrogène vert, ça veut dire qu'on ne peut pas le produire nous-mêmes? C'est vraiment une question de béotien que je vous pose. Non, c'est une très bonne question. On peut le produire en France avec notre coût d'électricité, qui est quand même relativement élevé. Et peut-être pas suffisamment d'énergie solaire, donc, puisque au Chili, on va avoir 3000 heures d'énergie solaire et en France, on va avoir 1400 heures. Donc, on va avoir, comme on a besoin de produire sur un très grand nombre d'heures pour arriver à baisser le coût de la production, on aura peut-être des lieux plus favorables, comme par exemple le sud du Portugal, pour citer un exemple, très favorable à la production de notre vecteur liquide. Quand on parle de filière de l'hydrogène, la volonté de l'État français de faire émerger des licornes de l'hydrogène, le fait d'être dans cet environnement général, à quel point, même si j'ai bien compris que votre technologie n'était peut-être pas celle sur laquelle misait pour l'instant prioritairement l'État, mais à quel point ça vous porte ça? De manière considérable, parce qu'en fait, on est totalement accompagné par des organismes qui supportent l'accélération des startups, etc. Donc, entre l'amorçage et la pré-industrialisation, on est vraiment extrêmement accompagné. Le problème, c'est entre la pré-industrialisation et le produit commercialisable. Et là, dans notre levée de fonds vis-à-vis des investisseurs, on rencontre des investisseurs étrangers beaucoup plus aptes à accompagner cette prise de risque que justement les investisseurs français. Donc là, il y a un petit gap. J'ai participé à un débat très intéressant. Donc, je suis présidente de Centrale Supélec Alumni. Et il y a 2 jours, donc on a fait un débat avec la sénatrice Vanina Paoli qui a remis un rapport au Sénat sur les innovations de rupture. Et effectivement, elle a remis un certain nombre d'orientations, de directives pour que le gouvernement français puisse mieux accompagner la pré-industrialisation des innovations de rupture et pour qu'on ne quitte pas finalement et on n'aille pas vers des investisseurs étrangers dans cette phase très délicate avant le lancement du produit commercialisable. Vous faites partie des deep tech. Comment la France se situe dans ce secteur? Et ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire qu'on peut être très bon au moment de la technologie de rupture, de l'innovation, mais si c'est pour ensuite que ces entreprises tombent finalement indirectement via les investisseurs dans des girons non français, c'est quand même dommage. Exactement. Alors je pense que la France se positionne extrêmement bien sur toutes les deep tech qui ne demandent pas d'infrastructures lourdes.
donc usines, etc. Et on est vraiment remarquable sur ce sujet-là. L'usine accompagne très bien les infrastructures lourdes avec l'Europe, je veux dire, avec justement l'IPC8, l'Important Project of Common European Interest. Ouais. Mais en ce moment, on sent que la France s'intéresse de plus en plus à réinstaller des usines en France. Et donc, il y a un mouvement très positif vers le soutien de deep tech qui sont industriels, en fait. Merci beaucoup, merci Corinne Dubruel d'être venue nous présenter IC'Lab. L'émission continue, on passe à notre débat sur la production de gaz renouvelable. Mettre au point des innovations pour développer les solutions de production de gaz renouvelables, c'est l'objectif du CEA et de GRDF qui viennent de signer un partenariat stratégique. Et donc, c'est l'objectif de mes invités. Bonjour Jean-Philippe Cagne, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur R&D Innovation de GRDF. Bienvenue aussi à Simon Perron. Bonjour. Bonjour Simon Perrault, directeur adjoint du CEA. L'ITEN, c'est quoi l'ITEN? C'est un institut, c'est ça? Oui, le LITEN, en fait, c'est un institut au sein du CEA. Le CEA, c'est un organisme de recherche publique avec environ 20 000 salariés en France. Et le LITEN, c'est un des instituts du CEA. Et on est basé à Grenoble et Chambéry et on travaille sur les nouvelles technologies de l'énergie. Donc on est en plein dans notre thème, évidemment. Jean-Philippe Cagne, en quoi consiste ce partenariat? Donc je disais partenariat stratégique. C'est quoi le principe? En fait, GRDF n'a pas de R&D propre. On n'a pas de chercheurs chez GRDF. Bon, c'est historique, hein, notre histoire, Gaz de France, GDF Suez, Engie, le groupe auquel on appartient. Et donc, on s'appuie énormément sur des partenaires externes. Et donc, c'était complètement naturel pour nous de travailler avec un des leaders de la R&D en France. C'est pas évident de se dire, tiens, on va travailler avec le CEA quand on est dans le gaz, parce que le CEA, on a une image plutôt électrique. Hein. Et en fait... c'est une histoire d'homme. Hein. On a rencontré un collègue de Simon du CEA, c'était en janvier 2020. Et puis en discutant, on a compris tout ce qu'ils étaient capables de faire. On s'est dit, là, il y a forcément des points de connexion. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez à développer ensemble? Expliquez-moi. Alors, ce qu'on cherche à développer, c'est un ensemble de technologies pour produire des gaz renouvelables, des gaz à faible empreinte carbone. Pour verdir le réseau de gaz et pour arriver à l'objectif à l'horizon 2050 d'avoir 100% de gaz renouvelable sur le réseau en France. Si on fait déjà un constat de situation actuelle, ça représente quoi le gaz renouvelable en France? Aujourd'hui, c'est quelques pourcents. C'est quoi, moins de 5% Un peu moins. Et on a une perspective de 20% en 2030. Ce qui, au passage, dans le débat actuel, fait plus que le gaz russe. Hein. Donc c'est considérable. Et la technologie principale... C'est-à-dire que, juste pour bien comprendre, si on arrive à 20% en 2030, ce serait plus que ce qu'on importe aujourd'hui de gaz russe. Tout à fait, c'est ça, excusez-moi. Non. Et la technologie majeure qu'on utilise, c'est la méthanisation. Avec deux sources principales à la ferme. À la ferme, des agriculteurs qui produisent du biogaz avec des déchets agricoles. Et puis les stations d'épuration des villes en périphérie, où là on fait de la méthanisation, enfin c'est pas nous, les acteurs font de la méthanisation à partir des boues et injectent dans le réseau de GRDF. Donc ça c'est ce qui existe déjà. Est-ce que c'est le premier axe d'innovation en restant sur cette méthanisation? Parce qu'il y en a beaucoup d'autres, on va le voir, mais ça c'est déjà un premier axe d'innovation. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui il y a plus de 400 installations qui injectent sur les réseaux en France. Il y a une accélération très importante depuis quelques années et on voit que cette filière améliore encore les process pour optimiser la production, limiter les impacts externes et puis avoir un cercle le plus vertueux possible. Par exemple, les digestats de ce processus de méthanisation sont réutilisés comme engrais pour éviter les engrais azotés, les engrais chimiques. Donc cette filière est en train de se structurer et prend énormément de place aujourd'hui dans les gaz renouvelables. Simon Perron, en restant sur cette filière de la méthanisation, donc, qui est, on va dire, la plus mature, si j'ai bien compris, quelles sont les pistes d'innovation sur lesquelles vous travaillez? Alors sur la méthanisation en tant que telle, en fait, on va plutôt travailler sur d'autres technologies de production de gaz, plus innovantes, plus en rupture. Mais d'abord, j'aimerais bien replacer les choses un peu dans le contexte. Pour la transition énergétique, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin d'un ensemble de solutions. Et comme disait Jean-Philippe, le CEA est plus connu pour travailler dans le secteur de l'électricité. Mais en fait, notre conviction, c'est qu'on va avoir besoin à la fois d'électricité,
électricité renouvelable, électricité nucléaire, et puis également de gaz à faible empreinte carbone, les fameux gaz renouvelables dont on est en train de parler. Parce que pour cette transition énergétique, le gaz et l'électricité, c'est des solutions complémentaires, et chacune, elles ont leur rôle à jouer pour cette transition énergétique. Donc notre rôle, nous, en tant qu'organisme de recherche technologique, ça va être de développer ces technologies et les transférer à l'industrie française pour soutenir la compétitivité de l'industrie française. Oui, donc c'est vraiment donner un mix énergétique, on va dire, le plus varié possible. C'est ça l'idée ? Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, ces différents vecteurs, ces différentes solutions, elles ont chacune leur avantage. Donc l'électricité, par exemple, le gros avantage de l'électricité, c'est l'efficacité énergétique. On peut faire des économies d'énergie. Donc juste pour donner un exemple, un véhicule électrique à batterie, il consomme 3 fois moins d'énergie qu'un véhicule à essence. Et le gaz, qui est aussi une solution majeure pour réussir la transition énergétique et réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, le gros avantage du gaz, c'est que ça permet de sécuriser notre approvisionnement en énergie. Ce qui est bien sûr un enjeu majeur. Alors pourquoi sécuriser l'approvisionnement ? Parce qu'en fait, avec le gaz, on va être capable de stocker de grandes quantités d'énergie sur de longues périodes. Et ça, c'est très difficile à faire avec l'électricité. Donc on a besoin de jouer sur les deux tableaux, électricité et gaz. Et le CEA, en tant qu'organisme de recherche, voilà, on travaille sur ces deux aspects. Ouais. Jean-Philippe Cagne, qu'est-ce qui est le plus important ? Par exemple, vous dites améliorer les coûts de production des gaz renouvelables. Quand on dit ça, c'est d'abord sur la méthanisation, sur ce qui est déjà très installé. Ça, c'est votre priorité. Bah, mais ça passe par quelles innovations, ça ? Quelles pistes ? Alors, par l'amélioration de l'efficacité du processus d'ensemble sur une installation de production, pour tirer le plus grand parti de la biomasse qui est méthanisée. Ça, c'est la principale voie. Il y a beaucoup de progrès aujourd'hui, tant dans le développement du pouvoir méthanogène des intrants, de ce qui rentre. Donc, avec des conditions de température, des bactéries, des mélanges, que dans la gestion globale pour éviter des pertes, par exemple. Et puis utiliser le maximum de ce qui est produit. Les coûts aujourd'hui du biométhane rejoignent ceux du gaz fossile. Malgré indépendamment des variations de prix actuels. Vous dire, c'est pas lié à la conjoncture, c'est pas parce que les prix du gaz ont explosé que ça devient compétitif. Ils se rejoignent. Et alors par contre, les nouvelles technologies sur lesquelles on veut travailler avec le CEA, elles sont encore évidemment pas du tout compétitives. Tout simplement parce que les installations sont à l'échelle démonstrateur, prototypage, ne sont pas à l'échelle industrielle essentiellement. Il y a un axe de recherche, Simon Perrault, on parle de maintenance prédictive. Oui. Alors ça fait toujours un peu rêver, ça. On a l'impression d'être dans de la science-fiction. En fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est quoi la maintenance prédictive ? Alors la maintenance prédictive, c'est utiliser par exemple des technologies d'intelligence artificielle pour analyser les données qui viennent du réseau, traiter ces données avec des technologies d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire où sont les problèmes et donc faire de la maintenance en avance de phase avant que les problèmes surviennent. Et ça, c'est un des axes de développement dans le cadre du partenariat avec GRDF. On va travailler sur des nouvelles technologies de production de gaz vert. Et la première sur laquelle on va travailler, excuse-moi Simon, c'est la gazification hydrothermale. Oula, ça veut dire quoi ça ? Il est beaucoup plus spécialiste que moi. Il faut que je comprenne. C'est utiliser de la biomasse qui est liquide. Alors que tout à l'heure, je parlais de biomasse plutôt solide. Voilà. La biomasse liquide et dans des conditions de température assez élevées, de pression assez élevée, avec un rendement qui est pas loin de 90%, c'est assez exceptionnel, produire du biogaz, du gaz renouvelable. Et donc le CEA a un réacteur test aujourd'hui et on a un partenariat pour en 2025 injecter dans le réseau pour la première fois en France du gaz issu de GHT, de gazification hydrothermale. Ça c'est intéressant, ça veut dire que vous êtes déjà, la technologie elle est quoi ? Elle est quasi brevetée, quasi validée, vous en êtes où ? Alors on a plusieurs brevets sur cette technologie, on est en train de la développer
Et l'ambition avec ce partenariat, c'est d'amener cette technologie depuis l'échelle du laboratoire jusqu'à une échelle pré-industrielle. Et ensuite, à l'horizon 2025, de pouvoir faire la première injection dans le réseau. Et en fait, cette technologie, ça marche comment ? Le principe, c'est qu'on prend des déchets liquides, par exemple des bouts de stations d'épuration. Ouais. Voilà. On les place dans une sorte de grosse cocotte minute. On monte en pression, on monte en température. Et ensuite, on laisse l'eau qu'il y a dans ces déchets réagir avec la matière organique pour produire du gaz. Donc en fait, on traite les déchets et en même temps, on produit du gaz. Voilà, donc du point de vue de la viabilité économique, c'est très intéressant parce qu'on rend deux services à la fois. Et ben voilà, j'ai compris ce qu'était la gazéification hydrothermale. Merci à tous les deux. Je reviens aux questions de maintenance prédictive, parce que pour bien comprendre l'importance que ça peut représenter pour GRDF, regardez ces chiffres sur je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, le plus grand réseau de distribution européen, 204 239 kilomètres de réseau de distribution. On parle de 9 500 communes, plus de 11 millions de clients. Jean-Philippe Cagne, ça veut dire quoi ? Ce que la maintenance prédictive pourrait vous apporter dans la gestion d'un réseau aussi gigantesque. Je vous donne un exemple très concret. On a une partie de ces 200 000 km sont en métal, l'autre en polyéthylène. La partie en acier nécessite une protection par la corrosion. Oui. Ce travail de protection cathodique nécessite d'utiliser un grand nombre de données pour identifier les endroits qui peuvent être les plus fragiles et intervenir qu'à cet endroit-là et pas sur tout le réseau. Donc comment identifier ? Je sais que le CEA a monté un système pour permettre de passer de 10% de réussite sur les endroits ciblés pour la protection cathodique à 50%. Pour nous, c'est majeur. Ça nous évite des déplacements, des travaux. C'est un exemple. Et il y en a beaucoup d'autres. On en a avec des photos sur... Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais qui peuvent être intéressants, ou avec des robots. Quand on parle de gaz renouvelable, ce réseau gigantesque, est-ce qu'il n'a pas besoin forcément de s'adapter ? Non, absolument pas. Il est prêt. Voilà, il est prêt. Il est là, il est prêt, il est financé, il est disponible. Il a une durée de vie qui est énorme. Nous, on pose des canalisations pour 50 à 100 ans. Ouais. Et il dessert donc plus de 80% de la population en France. Donc, quand on a des projets d'injection de biométhane aujourd'hui qui arrivent, ils sont à proximité du réseau. Il y a très peu de travaux à faire pour les connecter. Quand vous partez sur un partenariat comme ça à 5 ans, vous avez déjà, parce que là vous évoquiez des pistes à court terme, sur quoi vous êtes le plus avancé, si j'ose dire ? Est-ce que la GHT. Oui, alors c'est probablement sur la gazéification hydrothermale. Exactement, ça c'est notre premier projet là, qui a déjà démarré en fait. Ouais. Donc là, on est déjà en train de travailler très activement avec les équipes de GRDF sur ce projet. Et ensuite, sur la pyrogazéification. Voilà, la pyrogazéification. Alors, c'est également une nouvelle technologie pour produire du gaz renouvelable. Là, l'idée, c'est pas de partir de déchets liquides, mais plutôt de déchets secs. Donc, par exemple, des résidus de bois ou des plastiques qu'on ne peut pas recycler et qu'on va gazéifier, c'est-à-dire qu'on va transformer en gaz. Avec des pneus. Pyrogazéfication de pneus. Ouais. C'est génial. On a fait un test. On imagine que la gamme des possibles est en train de s'élargir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus se présenter ce partenariat stratégique entre GRDF et le CEA Liten. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, comme tous les jours. Smart Ideas avec Grosters. Bonjour Cyprien Cambier, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Grosters. Vous l'avez créé quand et surtout avec quelle idée ? C'est quoi le point de départ ? Alors Grosters, c'est une entreprise que j'ai fondée en 2019 avec grosso modo une idée, c'est vraiment de recréer des lieux de vie en ville en permettant aux citadins de reprendre en main donc, leur habitat et leur alimentation. Voilà, Donc quand vous dites des lieux de vie, c'est quoi ? C'est une idée de jardin partagé ? C'est quoi la logique ? Ouais, c'est ça. En fait, en ville, on a énormément d'espaces. On ne s'en rend pas forcément compte, mais énormément d'espaces qu'on peut revaloriser. Donc, sur les toits, dans les cours, dans les jardins. Et en fait, l'idée, c'est de recréer des espaces où en fait, on va recréer du lien, mais en même temps en améliorant l'environnement. Donc, avec de la nature et en particulier de la nature comestible, puisque ce qu'on fait, c'est des fermes urbaines partagées, des jardins partagés. Ouais, des jardins et des potagers partagés. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir
c'est de proposer ça à des entreprises, à des collectivités, qui sont vos clients en quelque sorte. C'est ça, on a 2 types de clients. Donc, nos premiers clients, ce sont les entreprises avec elles, en fait, on les accompagne pour créer des potagers collaboratifs ou dans la végétalisation de leur bureau, avec l'objectif de fédérer leurs collaborateurs. Notre deuxième type de clients, ce sont les acteurs du territoire, donc les collectivités, les promoteurs, les bailleurs sociaux. Et avec eux, on travaille sur la création de concepts innovants de jardins partagés pour offrir des lieux de vie aux citadins avec un concept, avec une offre de services pour les accompagner, parce qu'on travaille vraiment sur l'engagement en fait, des communautés. Donc c'est quoi? C'est une sorte de jardin de quartier, en quelque sorte? C'est ça. Avec les acteurs du territoire, on travaille sur des potagers de quartier. Et en fait, ce qui est là où notre particularité, c'est qu'en fait, on s'est dit, parce que la grosse difficulté, enfin l'enjeu en fait pour ces jardins partagés, c'est la durabilité en fait dans le temps, l'engagement des. Oui, c'est-à-dire que les premières semaines ou les premiers mois, tout le monde trouve ça super, on y va, et puis au bout d'un moment, plus personne s'en occupe, quoi. C'est le risque. Et donc nous, on est là, on se dit, comment on fait pour qu'il y ait un engagement sur le long terme et en même temps que ce soit productif. Et donc en fait, on a créé une méthode qui est basée sur 2 piliers, donc des maraîchers animateurs, donc spécialisés en permaculture bio-intensive. Je pourrais vous expliquer ce que c'est. Et la deuxième partie, c'est une plateforme digitale en fait qui nous permet d'accompagner au quotidien sans être toujours présent. Donc on a le terrain et la poche. Donc alors permaculture bio-intensive, c'est ça? Bio-intensive, c'est ça. Ça marche comment? En fait, c'est un mix entre 2 concepts, donc l'agriculture bio-intensive et la permaculture. La permaculture, c'est cultiver en s'inspirant du vivant. Grosso modo, on s'inspire des forêts et on fait la même chose pour que ce soit durable. Et on associe des plantes qui vont bien ensemble, c'est ça? Il y a un peu cette idée-là? C'est ça, en fait, il y a 2 piliers, on va dire, c'est l'association des plantes qui sont complémentaires et en même temps, c'est de recréer des sols vivants. Ensuite, c'est le sol ensuite qui travaille pour nous et au bout de 3 ans, après, ça devient très autonome. Et le deuxième pilier, c'est l'agriculture bio-intensive. Donc, on s'inspire de différents maraîchers qui ont beaucoup travaillé là-dessus dans les 10 dernières années. Et en fait, c'est l'idée de densifier la production sur des petits espaces. En ville, on a des petits espaces, c'est contraint parce que la plupart des choses, c'est des habitations. Et donc, voilà, avec un objectif, en fait, d'augmenter notre capacité à produire. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans nos jardins, on va produire 4 à 5 fois plus en fait par mètre carré qu'un maraîcher traditionnel, parce qu'en fait, comme on a des petits espaces, on les dorlote. C'est quoi le modèle économique de l'entreprise? Alors, il est basé sur trois points. En fait, au démarrage, on est un bureau d'études, donc on accompagne des acteurs dans la conception de lieux de vie nourriciers. Le deuxième, en fait, c'est qu'on vend des prestations d'accompagnement, donc de suivi, avec des passages de suivi d'un maraîcher animateur, des animations, des formations. Et la troisième, qu'on est en train de développer, c'est l'approvisionnement, donc en vente de produits de jardinage, en fait, pour les personnes qu'on accompagne, notamment dans nos potagers de quartier. Donc c'est une sorte de mini place de marché où on trouvera sur un site internet des produits de jardinage, quoi. C'est ça en quelque sorte. Alors là, je vous fais du teasing parce que j'ai pas encore, parce que ça s'est pas encore sorti. L'idée est là, mais ça va sortir dans 3 semaines dans le premier jardin partagé de quartier qu'on est en train d'ouvrir dans la métropole lilloise, le quartier de la Maillerie. D'accord, donc vous ouvrez le jardin partagé et en fait, on a une micro-jardinerie. Voilà, la jardinerie avec. Merci beaucoup, Cyprien Cambier, d'être venu nous présenter Grosters, bon vent, enfin on va dire bon soleil d'ailleurs, au jardin de Grosters. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.